Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Le secrétaire général des Nations Unies affirme la nécessité d'une solution politique pour le dossier du Sahara. Dans un rapport, il condamne également les violations commises par le Polisario, notamment à Guerguerat. Les réactions dans ce journal des analystes et de la presse nationale. L'année législative débute dans quelques jours. Elle sera marquée par des débats au Parlement sur d'importants textes de loi. Cette année sera également celle d'une mobilisation des partis politiques en vue des échéances électorales prévues en 2021. 2044 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au cours des dernières 24 heures. Dans son bilan quotidien, le ministère de la Santé annonce également 37 nouveaux décès. 2349 guérisons supplémentaires sont recensées. De terre de 1960. Madame, Monsieur, bonsoir. Les réactions se poursuivent suite à la publication par le secrétaire général de l'ONU d'un rapport sur le dossier du Sahara. Dans ce document, Antonio Guterres affirme la nécessité d'une solution politique et condamne les violations commises par le Polisario, notamment à Guerguerat. Analystes et universitaires soulignent que dans ce rapport, Antonio Guterres salue également la coopération du Maroc avec les Nations Unies. Rizlan Taibi. 57 violations majeures et 1000 individuelles, ces chiffres inédits dans les annales de l'ONU, des transgressions par les séparatistes du cessez-le-feu, des accords militaires et des résolutions du Conseil de sécurité ont été relevés dans le dernier rapport d'Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU a alerté fermement le Conseil de sécurité sur l'intensification de ces violations. Le secrétaire général de l'ONU a vilipendé ces violations des accords militaires, y compris à Guerguerat, et pour ces violations des droits de l'homme dans les camps de Tindouf en Algérie. Le rapport a hautement loué la coopération du Maroc avec la MINURSO, en particulier durant la période difficile de la pandémie du coronavirus, et réaffirmé les fondamentaux de la solution politique à ce différend régional. Les deux points focaux de ce texte sont l'inutilité et l'inefficacité de toute solution à ce différend en dehors de la solution politique, telle que réitérée par la résolution d'avril dernier et corroborée par toutes les résolutions depuis 2007. La solution ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, basée sur le compromis. Cela a été clairement souligné par le rapport et ce sont les mêmes termes de Sa Majesté le roi Mohamed VI lors du discours de la Marche verte l'année dernière. Antonio Guterres a aussi recommandé le renouvellement pour 1 an du mandat de la MINURSO, non sans préciser que la tâche principale de sa mission est la supervision du cessez-le-feu. La presse nationale a suivi de près la publication par Antonio Guterres d'un rapport sur le Sahara marocain. Pour les éditorialistes, le rapport du secrétaire général des Nations Unies rappelle les fondamentaux de la solution politique du dossier du Sahara. Reportage Hicham Bahlaouen, le récit est de Oussama Al-Bqali. Le dernier rapport présenté par Antonio Guterres au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain est perçu par la presse nationale comme une évolution calme mais favorable de ce dossier. En rappelant les réalisations accomplies au fil des résolutions adoptées par le dit Conseil, Antonio Guterres a redessiné les contours de la solution réaliste et pragmatique qu'est l'initiative d'autonomie. Ce rapport remet à jour la solution pacifique et politique de ce dossier, en rappelant la nomination d'un nouvel envoyé spécial à la suite d'Horst Köhler et en insistant sur le rôle capital des tables rondes comme partie de la solution. Le Maroc a démontré tout au long des différentes étapes sa volonté de résoudre ce dossier. Antonio Guterres a cité Sa Majesté le roi Mohamed VI qui, lors de son discours du 44e anniversaire de la Marche verte, a rappelé que le Maroc continuera à œuvrer conformément au processus onusien initié en 2007. Dans son discours, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a exposé 57 graves violations du cessez-le-feu, des accords militaires ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité et plus de 1000 violations individuelles des droits de l'homme de la part des séparatistes. Kidnapping, séquestration, répression et la liste est longue.
Il ne faut pas oublier que durant ces dernières années, l'organisation du Polisario a essayé de se présenter en victime et souhaitait élargir les fonctions de la MINURSO à l'observation des droits de l'homme. Aujourd'hui, les intentions de cette organisation et de l'Algérie sont dénudées devant la communauté internationale. La question se pose quant à l'implication de l'Algérie. Dans son dernier rapport sur le Sahara marocain, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est félicité de la pleine et entière coopération du Maroc avec la MINURSO. Focus à présent sur la rentrée politique nationale. L'année législative qui débute dans quelques jours sera marquée par des débats au Parlement sur d'importants textes de loi. Cette année sera également celle d'une mobilisation des partis politiques en vue des échéances électorales prévues en 2021, notamment les législatives. Et pour en parler, nous recevons notre consultant, le politologue Moustapha Shimi. Moustapha Shimi, bonsoir. Bonsoir. Quels sont les principaux dossiers de cette rentrée parlementaire et politique? C'est une rentrée parlementaire et politique, évidemment, chargée. Il y a du lourd. Il y a du lourd et je vais m'en expliquer. D'abord, le projet de loi de finances pour 2021. Nous avons eu un texte qui a été adopté à fin juillet. C'était une loi de finances rectificative qui faisait face à une situation particulière. Maintenant, il faut s'inscrire dans le cadre d'une perspective annuelle, exercice 2021, avec beaucoup de contraintes sur lesquelles il faut revenir, contraintes d'endettement, contraintes de croissance, de relance de la machine économique, de soutien de pouvoir d'achat, etc. Ça, c'est le gros dossier qui intervient traditionnellement à la session d'octobre, qui est ouverte, il faut le rappeler, le deuxième vendredi du mois d'octobre, par Sa Majesté le Roi, c'est dans l'article 65 de la Constitution. Alors, j'ai parlé de lourd, il y a des projets de loi qui, pour l'instant, sont en débat. Il y a le projet de loi sur le droit de grève et la réforme du Code du travail. Ce n'est pas réglé. Ce projet a été déposé il y a 4 ans, il est revenu, il y a une proposition de la CGM, mais elle l'a retiré, donc nous en sommes là. Et c'est un point de focalisation, de position des uns et des autres. Il y a le droit de grève, mais il y a aussi toute la formule de flexibilité des relations de travail entre l'employeur et les employés. Et ça n'est pas simple. Autre texte, la réforme du Code pénal. Nous avons une réforme du Code pénal qui est en chantier depuis 2016. Je dis bien 2016, 4 ans. Ça a été repris par le nouveau ministre de la Justice, qui est USFP. Le précédent ministre était PJD, Mustafa Hamid. Le nouveau ministre de la Justice, c'est M. Abdelkader Mohamed, USFP, qui dit je n'ai sur la table que 80 articles. Moi, je veux une réforme totale et puis il faut qu'il y ait un accord du gouvernement. Donc, il faut revenir devant le gouvernement et c'est comme ça que ce dossier est inscrit en instance et ça n'est pas réglé. Ce texte pose un problème particulier qui a amené à une cristallisation aujourd'hui, c'est la sanction de l'enrichissement illicite. Et c'est sur ça que les positions se sont accentuées. Qu'est-ce que l'enrichissement illicite, les éléments constitutifs, les sanctions, et faut-il ou non, c'est là un élément de divergence, faut-il ou non des peines privatives de liberté? Il y a des divergences à ce sujet. Y a-t-il des lois organiques qui seront débattues au Parlement? Tout ça. J'ajoute la charte de l'investissement. Nous n'avons pas de charte d'investissement qui a été annoncée dans le discours gouvernemental depuis des années. Nous n'avons pas non plus loi cadre sur la fiscalité. Je vous rappelle qu'en mai 2019, il y a eu les 3e assises de la fiscalité nationale avec un certain nombre de propositions, une centaine de mesures. Il y en a quelques-unes qui ont été adoptées et mises en œuvre. Mais il y a le cadre général pour la période 2020-2025, une loi cadre qui fait dépasser. Pour l'instant, nous n'avons pas avancé. Puis il y a aussi la charte des services publics qui est prévue par la Constitution, une charte pour améliorer les relations entre les administrations et les administrés, pour davantage d'informations, etc. Tout ça est en panne. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que le fait qu'il y ait autant de dossiers inscrits à l'ordre du jour de cette session d'octobre va conduire à des votes ou pas, et à des accords entre les uns et les autres? C'est un débat, d'autant que
La prochaine session, c'est une session d'avril et c'est une session qui entre dans l'agenda parlementaire, mais probablement qu'on va y revenir. Mostafa Shahimi, dans le contexte actuel qui est marqué par la crise sanitaire, comment s'annonce l'année politique 2021 qui est aussi une année d'élection? C'est la particularité de ce que j'ai avancé, c'est-à-dire que s'il y a un travail législatif de fond qui peut être fait, c'est au cours de cette session jusqu'à la fin décembre. On peut déborder sur janvier, on peut même prévoir une session extraordinaire en février, ça se fait. Mais il est bien évident qu'à partir du deuxième vendredi d'avril, c'est une session de printemps qui va s'inscrire dans un agenda électoral. Savez-vous combien il y a d'élections l'année prochaine? Je vais vous le rappeler. Les communales, les provinciales, les préfectorales, les chambres professionnelles, les régions, plus les 2 chambres du Parlement, et la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Tout cet agenda se télescope, d'habitude c'est décalé d'1 an, parce que le mandat de la Chambre des conseillers des représentants est de 5 ans, les autres c'est 6 ans, mais comme les élections il y a en 2015, ça fait 2015, donc 2021, donc tout ce monde-là va se retrouver dans un agenda extrêmement important, etc. Donc ça pose 2 interrogations au moins. 1, la capacité de ce gouvernement à arrêter des positions consensuelles pour faire passer les textes que j'ai évoqués. 2, est-ce que cette majorité va tenir? Et elle va se présenter lors des campagnes électorales à venir, forcément en ordre dispersé. Savez-vous qu'il n'y a toujours pas de réunion au sein de la majorité? Notamment, il y a un problème qui bloque. C'est le problème de la loi électorale, il faut dire un mot rapidement. La loi électorale, qu'est-ce qui bloque? C'est le système électoral, le mode de scrutin, les circonscriptions, le financement, etc. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est le quotient électoral. Faut-il tenir compte, pour ce qui est de ce quotient électoral, de tous les électeurs inscrits, ou bien simplement des suffrages exprimés, moins les bulletins nuls, les blancs? C'est une question. La position du PJD, c'est de dire les suffrages exprimés. D'autres partis de la majorité, plus ceux de l'opposition, disent non, c'est tous les électeurs inscrits parce que ce sont des citoyens. Donc c'est un élément de discorde et encore une fois de cristallisation des positions des uns et des autres. Mostafa Shahimi, merci pour cet éclairage et pour toutes ces précisions. Le Pentagone met en avant le leadership fort de Sa Majesté le roi Mohammed VI au moment où le continent africain fait face à des menaces multiples. Dans un communiqué, le département américain de la Défense salue également le partenariat liant les États-Unis au Maroc dans le cadre d'un effort plus large visant à contrer l'instabilité dans le continent. Place à présent au bilan quotidien du ministère de la Santé sur la situation du coronavirus. 2044 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés. Le ministère annonce également 37 nouveaux décès. 2349 guérisons supplémentaires sont recensées. Et parmi ces nouveaux cas de coronavirus, 16 ont été recensés à Goulmim Wednoun. Cette région enregistre une vingtaine de cas quotidiens depuis près d'un mois. La situation épidémiologique y est globalement maîtrisée. Reportage à Goulmim de Rachid Latfi, le récit est de Salim Abnabou. C'est l'une des régions du royaume les moins touchées par la pandémie. Mais la recrudescence des cas de Covid inquiète la population. Goulmim Wednoun et ses 1,5 million d'habitants ne comptaient qu'une trentaine de cas actifs cet été, un chiffre multiplié par 6 aujourd'hui. La situation épidémiologique ici à Goulmim était plutôt satisfaisante au départ, mais elle s'est dégradée au cours du mois de septembre. Les cas de contamination se sont multipliés. Nous vivons une période durant laquelle les comportements sociaux tranchent avec les premiers mois de la pandémie où les gestes barrières étaient strictement respectés. Aujourd'hui, les enfants ont repris l'école, certaines familles sont revenues de vacances et cela contribue en partie à faire circuler le virus. Malgré tout, la situation épidémiologique dans la région n'est pas comparable à celle de Casablanca-Stade, zone qui concentre 40% des cas actifs. Le taux de positivité des tests à Goulmim Wednoun est resté stable. 50 000 personnes ont été dépistées depuis le début de l'épidémie. Quant au taux d'occupation des lits en réanimation pour les patients atteints du Covid, il est pour l'instant inférieur à 20%. Plus de 140 lits de réanimation dédiés aux malades du Covid sont disponibles dans les différentes structures hospitalières de la région. La région compte en ce moment 180 cas actifs. 77% d'entre eux sont suivis à domicile.
Ici, les autorités locales ont mis en place une stratégie de sensibilisation pour faire respecter les gestes barrières et tenter de diminuer au maximum la circulation du virus dans la région. Des consignes globalement bien suivies par la population. Et à Casablanca, les mesures mises en œuvre pour freiner la propagation du coronavirus sont prolongées pour 14 jours à partir de demain. Ces mesures prévoient notamment un couvre-feu de 22h à 5h du matin, une fermeture des cafés et commerces à 20h et des restaurants à 21h. En revanche, l'enseignement présentiel reprend demain à Casablanca pour l'ensemble des cycles. Et en prévision de la reprise des cours dans la métropole, les parents d'élèves se ruent sur les librairies. L'achat de fournitures scolaires a ainsi fortement augmenté ces derniers jours. C'est un reportage de Brahim Habboub, le récit est de Rizlan Taibi. Il suffit de faire un tour dans les librairies de Casablanca pour comprendre que la rentrée scolaire est prévue pour demain. Les parents qui n'avaient pas encore acheté la fourniture scolaire de leurs enfants se sont rendus en masse dans ces commerces. Je suis venue acheter les manuels scolaires pour mon fils et j'espère qu'on ne sera pas encore pris au dépourvu par une décision qui annule l'enseignement présentiel. Mon fils est en 2e année de l'enseignement primaire, il revient demain à l'école. Les libraires étaient sur les dents ce week-end pour satisfaire la demande des parents qui ont opté à plus de 80% pour l'enseignement au sein des écoles. L'affluence est très importante depuis samedi. Les parents qui n'avaient pas encore acheté les manuels scolaires de leurs enfants le font maintenant. En général, les grandes librairies avaient tiré leur épingle du jeu pour cette rentrée scolaire exceptionnelle en écoulant leur stock bien avant la décision de fermeture de plusieurs écoles et le basculement vers l'enseignement à distance. Cette information à présent concernant l'affaire de la petite Naïma. 2 suspects doivent être présentés devant le parquet général de Ouarzazate pour leur implication présumée dans l'affaire du meurtre de Naïma, âgée de 5 ans, et dont la dépouille a été retrouvée dans la région. Elle était portée disparue depuis le 17 août. Cette importante saisie de drogue dans la région de Nador, un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes, a été démantelé aux environs de Dréouch. L'opération a permis la saisie de 3 tonnes et 700 kilos de hashish. Reportage Fouad Azzouzi et Brahim Habboub, le récit est de Salim Abnabou. Des plaquettes de résine de cannabis comme celle-ci, les enquêteurs en ont découvert près d'1 millier grossièrement dissimulés dans ces paquets. À la pesée, elle marque un poids total de 3 tonnes et 729 kilos, le fruit de plusieurs semaines d'enquête menées par les éléments de la police judiciaire de Nador, appuyés par la DGST. L'opération a été menée dans la petite localité de Bentayeb, aux environs de Deliouch. À 90 km de la ville de Nador, 4 individus soupçonnés d'être liés à ce réseau criminel actif dans le trafic international de drogue ont été arrêtés. Lors de cette opération, 7 voitures, dont une portant des plaques d'immatriculation étrangères, et 3 motocyclettes ont été saisies. Les enquêteurs ont également mis la main sur un arsenal de chasse comprenant un fusil et quelques 360 cartouches de 16 mm, 2 armes blanches et 16 bombes lacrymogènes. Cette affaire liée à la criminalité organisée n'est que la dernière en date d'une longue série dans la région. Depuis le début de l'année, une quantité importante de drogue a été saisie. Plus de 20 tonnes de shira, 28 kg de drogue dure et plus de 60 000 comprimés d'ecstasy ont été saisis. Les 4 individus ont été placés en garde à vue. Ils doivent répondre aux questions des enquêteurs qui ont pour mission d'identifier d'éventuels membres impliqués dans ce trafic de stupéfiants. Ils seront ensuite déférés devant la justice. Direction à présent la région du Souss, où la Kasbah d'Agadir Oufella est actuellement en restauration. Il s'agit de réhabiliter ce lieu chargé d'histoire. Un mémorial sera également érigé au sein de la Kasbah pour rendre hommage aux victimes du tremblement de terre de 1960. Reportage Rachid Latfi, le récit est de Jazir Hammari. Marteau et tractopelle les accès par la porte principale avant de créer un parcours pour les visiteurs afin de se familiariser avec la vie de l'époque. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le ministère de la Santé a présenté le bilan quotidien du coronavirus. 2044 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le ministère annonce également 37 nouveaux décès. 2349 guérisons supplémentaires sont recensées. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Rahma Al-Hannaoui pour Al-Masaiya et demain Ihsan Benbel pour Info Soir. Excellente soirée sur 2M.